Donc bienvenue à cette deuxième table ronde de la matinée consacrée à la modernisation des administrations publiques dans le monde grâce à l'exploitation des données. Donc nous allons faire un tour du monde de la gouvernance numérique, plus gouvernance qu'administration, puisqu'on verra que le rôle des États n'est sans doute pas le seul dans la gouvernance qui se met en place dans les États que nous allons examiner ce matin. Donc d'abord on verra donc l'administration indienne, puis le Brésil, le Canada, et enfin avec le professeur Lavenu, nous ferons une petite synthèse sur la naissance de ce monstre doux. Donc je suis particulièrement contente de modérer ces débats aujourd'hui, puisque vraiment ce sujet est international par nature. On a souvent tendance en France à être un petit peu nombriliste, et là ouvrons nos yeux, nos oreilles, regardons ce qui se passe ailleurs pour voir quel enseignement en tirer. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Monsieur Singh, qui est doctorant à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et qui va nous parler de l'administration indienne. Bonjour à tous, je vous remercie Madame la Présidente, et je remercie également le professeur Gilles et Madame Boisdala pour m'avoir permis de présenter mes devoirs sur l'administration en Inde. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter la modernisation de l'administration indienne grâce à l'exploitation des données. Dans ma présentation, elle sera en deux parties. Elle concernera d'abord, ma première partie concernera la mise en œuvre progressive de l'administration numérique en Inde, à savoir la mise en œuvre de l'encadrement légal de l'administration numérique, et ensuite la mise en œuvre structurelle de l'administration numérique. Et dans la seconde partie, je verrai par la suite la mise en place des outils d'exploitation des données par l'administration, à savoir le développement des téléservices de l'administration indienne, et également on verra les entraves au développement de l'administration numérique. À titre d'introduction rapide, je vous présenterai que la République de l'Inde est un pays de l'Asie du Sud-Est, ayant une population de plus d'1 milliard d'habitants. Il s'agit d'une union des États qui s'apparente à une république fédérale, avec 28 États membres de l'Union et 7 territoires de l'Union. La Constitution indienne répartit les différentes compétences entre le gouvernement de l'Union et les États de l'Union. Cette autonomie dans la gestion et le développement économique de l'État de l'Union a conduit à un développement disparate des différents États de l'Union. Donc il est possible de voir dans certains États dans le sud de l'Inde et dans le nord de l'Inde qui ont pu développer une administration numérique plus rapidement dès les années 2000, alors que d'autres États dans le centre et dans l'est de l'Inde sont encore dans l'attente du développement de l'administration numérique, étant donné qu'ils attendent l'impulsion du gouvernement de l'Union qui a les moyens nécessaires pour développer l'administration numérique en Inde. Donc concernant ma première partie, la mise en œuvre de l'encadrement légal de l'administration numérique en Inde. Avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la société indienne, il a été naturel de mettre en place un cadre juridique pour garantir les échanges ayant lieu sur les supports immatériels et la sphère numérique. Ainsi, la première loi indienne a été l'Information Technology Act du 9 juin 2000. Puis, je présenterai également la loi Right to Information qui a été votée en 2005, qui donne un droit d'accès aux documents administratifs aux citoyens indiens. Ce droit est un élément considérable dans la modernisation de l'administration indienne. Enfin, nous verrons le National E-Governance Plan de 2006 et également le National Data Sharing Policy de 2012 qui a introduit l'Open Data en Inde. Donc concernant la loi d'information Technology Act qui a été votée en se fondant sur la résolution A/RES/51/162 de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 30 janvier 1997 relative au modèle de la loi en matière de commerce électronique. Parmi ces 94 articles de l'Information Technology Act, il y a 7 articles qui sont expressément dédiés à l'usage de l'électronique au sein de l'administration publique. C'est ainsi que l'usage de l'électronique est permis au sein de l'administration publique et de ses agences, à savoir la reconnaissance juridique des documents électroniques, la signature électronique en Inde, ce qui peut aussi rappeler la loi du 13 mars 2000 reconnaissant la signature et les documents électroniques en France. Nous avons également, par rapport à cette loi, l'un des points assez négatifs est le fait que cette loi n'a pas de caractère coercitif. L'article 9 de la loi dispose clairement que la présente loi ne confère aucun droit
à toute personne d'insister pour que les agences gouvernementales acceptent, émettent, créent, conservent ou préservent tout document sous la forme électronique. Cette disposition est un frein considérable à la modernisation de l'administration indienne. Ceci étant, depuis 2011, un projet de loi a été déposé dans le Parlement indien pour assurer la prestation de l'administration publique, qu'elle soit réalisée via le mode électronique pour améliorer la transparence, l'efficacité et la fiabilité de la livraison des services de l'État. Il s'agit du Electronic Service Delivery Bill, qui va instaurer une obligation pour l'administration publique de faire usage du courrier électronique lorsqu'il lui est écrit via cette forme. Il prévoit également que toutes les administrations publiques doivent délivrer sous le mode électronique dans les 5 années à compter de l'entrée en vigueur de ce projet de loi. Pour le moment, il n'a toujours pas été inscrit à l'ordre du jour du Parlement indien. L'autre législation que je voulais partager avec vous aujourd'hui est le Right to Information Act du 15 juin 2005, qui permet à tout citoyen indien d'avoir un accès direct à des documents administratifs auprès d'une administration donnée. Il est possible de faire un parallèle avec la loi du 17 juillet 1978 qui permet l'accès aux documents administratifs, mais le droit indien est plus poussé et plus direct que le droit français. Le Right to Information Act est un outil qui contribue à la transparence de l'administration indienne. Un citoyen indien a le droit d'inspecter sans le justifier le travail, les documents, les registres, les notes d'écrit, les extraits de copies de documents, d'obtenir des informations sous forme papier ou électronique de l'administration directement. Les administrations ont toutes un officier de l'information publique auprès duquel est adressée la requête Right to Information. Cette requête doit être répondue sous un délai de 30 jours. Le délai peut être prorogé en cas de transfert de la requête à une autre entité administrative. En cas d'urgence qui est liée à la vie ou à la liberté d'un individu, l'officier d'information publique doit répondre sous 48 heures. Ceci étant, la loi prévoit 11 sujets d'exclusion du champ d'application du Right to Information. À titre d'exemple, toutes les informations portant un préjudice à la souveraineté ou à l'intégrité de l'Inde sont exclues, ou encore les notes de délibération du Conseil des ministres, des secrétaires d'État ou des officiers au sein du Premier ministre. De plus, en principe, la Commission centrale de l'information peut écarter ces exclusions au motif d'allégations de corruption ou de violation des droits de l'homme. Mais pour le moment, il n'y a eu aucun cas particulier qui a été relevé pour le moment. L'autre particularité de ce droit est que chaque portail numérique d'une entité gouvernementale indienne contient dans sa page d'accueil un onglet spécifique pour le Right to Information afin de faciliter l'usage de ce droit. Enfin, le National e-Governance Plan, qui a été approuvé par le gouvernement de l'Union le 18 mai 2006 à l'initiative du département de la technologie et de l'information et du département de la réforme de l'administration et des griefs publics. Ce plan a pour objet d'améliorer les services administratifs aux citoyens et aux entreprises. Il est caractérisé par l'expression suivante: Make all government service accessible to the common man in his locality through common service delivery outlets and ensure efficiency, transparency and reliability of such service at affordable cost to realize the basic needs of the common man. La culture indienne fait toujours référence au principe de common man, en hindi Aam Aadmi, l'homme commun de tous les jours, pour illustrer la question de la proximité entre les services de l'État et le citoyen. Ainsi, ce plan se compose en 27 missions mode project et 8 support missions. Les missions mode project sont divisées en 3 parties, l'une étant sous la tutelle du gouvernement de l'Union, l'autre sous la tutelle du gouvernement de l'État de l'Union, et la dernière étant sous la tutelle partagée entre les départements du gouvernement de l'Union et le ministre dédié pour le gouvernement de l'État de l'Union. Chaque mission de mode consiste en un service administratif à faire évoluer sous l'ère de l'e-administration. C'est le passage des services administratifs aux téléservices. Et les missions de support consistent en la mise en œuvre des structures numériques et en une politique de support pour les futurs téléservices. Nous reviendrons au National e-Governance Plan dans le petit b pour voir la mise en œuvre structurelle de l'administration numérique en Inde. La dernière législation que je voulais partager avec vous est le National Data Sharing Policy, instauré l'année dernière. Il s'agit de la politique d'ouverture des données en Inde, avec le développement du site data.gov.in. 12 principes guident cette politique d'ouverture des données, à savoir l'openness, flexibility, transparency, legal conformity, protection of intellectual property, formal responsibility, etc. Également, il y a le principe d'interopérabilité qui est vraiment stipulé dans ce texte. La politique d'open data s'applique à toutes les administrations et entités financées par des fonds publics. Les données concernées sont toutes les données non classifiées.
Le National Data Sharing Policy dispose d'un article intitulé « Liste négative » qui correspond aux données non ouvertes. Outre les motifs de sécurité nationale et de données privées, il est laissé aux administrations publiques d'élaborer leur propre liste négative. Donc ça réduit un peu le champ de ce texte. Également, la version du site datagouv.in est actuellement en version bêta et il est possible d'accéder à des données diverses sous forme XML en ouvrant un compte sur le site. Donc voilà, on a pu voir la mise en œuvre progressive du cadre légal de l'administration numérique en Inde, de la reconnaissance du document à la signature électronique, à la politique d'open data. Il convient maintenant de voir la mise en œuvre structurelle de l'administration numérique. Donc la mise en œuvre structurelle de l'administration numérique en Inde résulte du National e-Governance Plan. Ce schéma que vous pouvez voir sur le PowerPoint est assez intéressant, qui illustre l'instauration structurelle de l'administration indienne, les structures de support communes, à savoir la mise en place d'une structure informatique à l'échelle du pays, avec le réseau étendu, le State Wide Area Network, illustré par les différents nuages, les centres de data, State Data Center, contenant les données créées et transférées entre les entités administratives, et enfin les centres communs de services, les Common Service Center, qui sont les portails matériels d'accès aux téléservices. Et enfin également, il y a l'instauration d'une infrastructure électronique partagée, le National Service Delivery Gateway. Pour aller un peu plus dans le détail, rapidement, les State Data Center font partie du cœur du projet de modernisation de l'administration indienne. Dans la construction de l'e-administration, il est évident et crucial de prévoir des centres de données qui vont permettre de contenir les contenus qui sont partagés sur le réseau étendu. Ces contenus sont des applications créées pour améliorer les relations government to government, government to citizen et government to business. D'autre part, ces centres ont une fonction de secours en cas de destruction des infrastructures locales. Il sera toujours possible de retrouver les contenus dans ces centres de stockage de données. Le National e-Governance Plan propose deux procédés pour faire développer les State Data Centers. L'un préconisant le développement interne par l'État, sous l'égide de l'État et du National Informatics Center, qui est un organisme de l'État du département de la technologie et de l'information, ou bien de développer le partenariat public-privé. Pour autant, le développement des State Data Centers est ralenti dans certains États de l'Union par des instances administratives locales qui ne souhaitent pas transférer des données sur les situations locales à des autorités de l'Union, d'où l'apparition de certains centres de données construits et maintenus uniquement par les instances de l'État de l'Union. L'enjeu est considérable dans l'installation de ces centres de données, étant donné que les personnes habilitées à consulter ces données pourraient en tirer un profit énorme, tantôt en matière politique ou économique. Concernant le Statewide Area Network, avec la réalisation des centres de données, il est nécessaire de relier l'ensemble des infrastructures électroniques pour la construction d'un réseau étendu, le Statewide Area Network. Le SWAN a pour projet de développer à chaque niveau de l'État une structure de réseau étendue, que ce soit au niveau local ou bien au niveau urbain. L'objectif étant d'avoir un réseau étendu à l'ensemble du territoire qui soit relié et centralisé par le National Informatics Center. Également, il est également privilégié le partenariat public-privé pour le développement de ce réseau. L'objectif de ce réseau étendu est de permettre d'avoir une vitesse de connexion au moins de 2 mégabits. Pardon. Oh, ok, je le garde à la main. Donc, très bien. Donc concernant, je vais terminer juste rapidement sur la mise en œuvre structurelle. Et concernant le National Service Delivery Gateway, il a pour objectif de fournir des services gouvernementaux standardisés avec un développement d'infrastructures à moindre coût. Parmi les objectifs établis par le National e-Governance Plan, il y a l'objectif de mettre en place des standards d'interopérabilité entre les différents téléservices mis en œuvre à la fois par l'Union et les États de l'Union. Donc voilà, l'un des points particuliers de la mise en œuvre structurelle de l'administration numérique indienne, c'est que le National e-Governance Plan privilégie toujours le développement des partenariats publics-privés. Et enfin, l'un des succès également est dû à certains de ces principes qui guident ce projet. L'un des principes est l'initiative centralisée par une mise en œuvre décentralisée. Le développement du National e-Governance Plan est caractérisé par l'initiative au niveau du gouvernement de l'Union pour centraliser les initiatives de modernisation qui sont par la suite développées et instaurées par les gouvernements de l'État de l'Union dans leur territoire. Cette centralisation des initiatives permet d'assurer l'interopérabilité des services de l'administration et de choisir uniquement les projets à succès pour les personnaliser en fonction des nécessités des territoires. Donc voilà,
J'aurais pu aller plus en détail dans la mise en œuvre structurelle de l'administration numérique indienne en étudiant les politiques du National Service Delivery Gateway instaurées par les agences ministérielles de l'information et de la technologie, responsables du développement des supports communs et des logiciels, mais je n'aurai pas le temps de vous parler de l'exploitation des données, qui est le thème de la session. Donc quant à ce sujet, dans ma seconde partie, la mise en place des outils d'exploitation des données par l'administration, je me focaliserai uniquement sur le développement des différents téléservices qui ont permis la modernisation de l'administration indienne. Et par la suite, je présenterai également les quelques freins à cette modernisation. Donc concernant le développement de certains téléservices de l'administration indienne, l'un des points importants du développement de l'administration numérique indienne a été la mise en œuvre des Common Service Centers, qui permettent à n'importe quel citoyen indien, au milieu urbain ou surtout en milieu rural, d'avoir un accès à un ordinateur et à un personnel qualifié pour bénéficier des téléservices de l'administration publique. Les Common Service Centers sont majoritairement développés dans les milieux ruraux. À partir des Common Service Centers, les Indiens sans accès à Internet peuvent profiter des téléservices. À l'heure actuelle, il est estimé au nombre de 100 000 Common Service Centers sur le territoire indien. Et pour le moment, le but du National E-Governance Plan n'est pas encore atteint. Concernant les différents types de téléservices développés, l'un des plus connus est celui du ministère des Finances, à savoir l'impôt. Tout résident en Inde se voit attribuer un numéro fiscal, le Permanent Account Number, qui est attribué par le ministère des Finances. Et dorénavant, à partir du site web du ministère, il est possible pour le contribuable de télécharger les formulaires de déclaration et de déposer ses déclarations de revenus de manière électronique et même également de payer en ligne ses impôts. Un des exemples de mission project d'un État serait le transport routier, qui est développé par les ministères de transport des États de l'Union et qui permet aux conducteurs de véhicules de pouvoir réaliser les formalités pour obtenir un permis de conduire ou les formalités relatives à l'enregistrement des véhicules. L'une des missions mode project les plus répandues également a été la création d'un identifiant unique. Pour les résidents en Inde, c'est la carte d'identifiant unique qui est pour le moment facultative et elle permet à la fois d'identifier la personne et de faire un usage soit administratif ou commercial de cette carte. Des interrogations sont soulevées par les magistrats de la Cour suprême indienne en termes de protection des données. En effet, cette carte contient des données extrêmement sensibles, à la fois des données personnelles, mais aussi des données biométriques de la personne. Le projet est de fournir à l'ensemble des résidents indiens cette carte d'identifiant unique. Afin de développer son usage, le gouvernement de l'Inde a instauré depuis le début de l'année le transfert direct des allocations sociales aux titulaires de cartes d'identifiant unique. Il s'agit du Direct Benefit Transfer, qui consiste à transférer des allocations directement aux populations vivant en dessous du seuil de pauvreté. Cette décision de transférer directement les fonds sur les cartes personnelles est un moyen de rationaliser les distributions des allocations, mais aussi un moyen de ficher toute cette grande partie de la population qui est bien souvent absente des registres de l'administration. Donc parmi ces Mission Mode Project, il y a aussi le projet de portail numérique de l'Inde. Ce Mission Mode Project a contribué à la construction de l'ensemble des portails numériques des ministères et du gouvernement de l'Union. Ces portails sont accessibles à la fois en anglais et en hindi, les langues officielles du gouvernement de l'Union. Et par la suite, les États de l'Union ont également suivi le pas en développant des portails plus ou moins détaillés, également en anglais et dans leurs langues d'État respectifs. Les Mission Mode Project développés respectivement par le gouvernement central de l'Union et de l'État de l'Union sont aisément développés, mais alors que les Mission Mode Project sous la tutelle partagée du gouvernement de l'Union et des États de l'Union sont encore en cours de mise en œuvre, bien souvent ce ralentissement est dû à la différence de couleur politique entre le gouvernement de l'Union et l'État de l'Union. De plus, comme vous pouvez le constater sur le PowerPoint, chacun des Mission Mode Project renferme plusieurs téléservices. Le National E-Governance Plan, qui a été lancé en 2006, n'est pas encore achevé. Il y a encore beaucoup de travail et de progression à faire pour le développement de ces téléservices. Ce qui nous amène maintenant à vous présenter les différents freins que j'ai pu constater à la modernisation de l'administration indienne. Donc là, sur les PowerPoint, vous pouvez voir juste le site datagouv.in qui a été récemment développé en Inde. C'est une version bêta et il est même à l'heure actuelle disponible de trouver différents fichiers, des datasets pour développer des applications comme en France ou ailleurs. Donc pour terminer, les freins à la modernisation de l'administration indienne. Par rapport à ce point-là, j'ai identifié deux freins particuliers. D'emblée, il y a la fracture administrative
Il faut savoir que l'Inde est une démocratie à l'échelle d'un continent contenant une population de plus d'1 milliard d'habitants. Et à cela s'ajoute aussi le fédéralisme indien. Il y a plusieurs strates administratives entre le simple villageois d'un État de l'Union jusqu'au gouvernement de l'État de l'Union. Il y a une distance considérable entre les citoyens et l'administration et qui fait perdurer cette fracture administrative malgré la modernisation et le transfert vers l'e-administration. D'autre part, il y a aussi la fracture numérique. Malgré la démocratisation des nouvelles technologies de l'information et de communication en Inde, avec une forte présence des smartphones même en milieu ruraux, la fracture numérique est toujours présente, de par le fait que 70% de la population indienne vit encore en milieu rural et uniquement 12% de la population indienne est capable de parler anglais. À cela s'ajoute aussi la diversité linguistique indienne qui n'est pas encore développée sur les ordinateurs. Tous ces éléments sont des composants de la fracture numérique indienne actuelle. Mais pour autant, on peut espérer dans les années à venir que l'Inde puisse surpasser ces handicaps. Voilà, merci beaucoup. Merci Monsieur Singh pour ce panorama très complet, cette présentation très complète du développement de l'administration numérique dans une république très complexe, où on voit que grâce à l'exploitation des données, on arrive même à une rationalisation de l'administration. Je pense notamment à ce versement des allocations aux détenteurs de la carte d'identité pour les inciter à l'obtenir, et puis donc le développement de services en ligne qui sans doute participent également beaucoup à la rationalisation de l'administration indienne.